Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Lomé au Togo hier vendredi pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. 63 projets à impact rapide viennent d'être lancés par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Ces projets concernent des infrastructures de base au profit des jeunes et des femmes. 3 mois après l'attentat perpétré à Nice en France, un hommage national a été rendu aux 86 victimes qui ont péri au soir du feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Lomé au Togo hier vendredi pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le chef de l'État ivoirien s'est dit heureux d'être dans la capitale togolaise pour prendre part à cette importante rencontre qui a pour objectif de mettre en place une stratégie africaine de protection des mers et des océans. Jérôme Kofi, Abolin. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au Togo, comme un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, pour prendre part au sommet extraordinaire de cette organisation sur la sécurité maritime. Arrivé vendredi aux environs de 16h45 dans la capitale togolaise, le chef de l'État ivoirien a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue togolais, Faure Gnassingbé. Après avoir reçu les honneurs militaires dus à son rang, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'être à cette rencontre aussi importante par rapport aux enjeux, notamment économiques. Avant toute chose, je voudrais saluer son Excellence, Monsieur le Président, mon frère, le président Faure Gnassingbé, et dire combien chaque fois que je suis à Lomé, je me sens chez moi, et dire que je sais que toutes les dispositions ont été prises pour que ce sommet soit un véritable succès. Vous savez, il y a un aspect sécuritaire, mais également un aspect économique. Et si l'Union africaine a tenu à faire ce sommet ici, c'est compte tenu de la place que le Togo occupe en Afrique de l'Ouest. Donc je me réjouis d'être en République togolaise. Cette rencontre de Lomé se donne un objectif, celui visant à l'adoption d'une charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique, toute chose qui permettra aux pays africains d'avoir un texte contraignant pour mener à bien la lutte contre l'insécurité maritime. Et Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à Lomé au Togo. La journée internationale de la femme rurale est célébrée le 15 octobre de chaque année. L'objectif de cette journée est de donner aux femmes rurales la possibilité de rehausser le profil de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, les festivités se déroulent à Agnebilekro avec pour thème la femme rurale, clé de la sécurité alimentaire. La ministre Euphrasie Yao a livré le message du gouvernement. Patricia Omouetia. La Journée internationale de la femme rurale est un moyen pratique d'obtenir reconnaissance et appui pour les multiples rôles joués par les femmes rurales. Elles sont majoritairement des agricultrices et de petites entrepreneuses. Elles produisent, transforment et préparent la plupart de ce que nous consommons. Dans de nombreux ménages, les possibilités d'éducation et les soins de santé reposent en grande partie sur ces braves, travailleuses et courageuses femmes sans lesquelles nous ne saurions survivre. Les femmes rurales représentent le pilier sur lequel repose la main-d'œuvre agricole. Elles représentent plus de 60% des travailleurs de ce secteur. Les reconnaître et les soutenir en tant que telles constitue un levier de développement puissant. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'intensifier ses actions pour permettre à ces femmes d'améliorer leurs compétences de vie, d'accéder aux moyens de production, y compris le crédit, et d'acquérir le pouvoir de contrôle et de gestion de leurs affaires. Les festivités officielles de cette journée sont prévues dans la ville d'Agnebilekro au cours de la première semaine du mois de décembre 2016. Cette journée, connue au départ sous le nom de la Journée internationale des paysannes, est depuis 2012 répertoriée comme étant la Journée internationale de la femme rurale.
Débuté en novembre 2013 pour prendre fin en avril 2017, le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre, nord et ouest, financé par le Japon, était au cœur d'une rencontre. Les élus locaux de ces régions ont tenu une réunion d'échange pour faire le bilan de cette coopération. Salimata Dia, Hamza Diaby. Né de la coopération ivoiro-japonaise, le PCNCI, projet de développement centre-nord de la Côte d'Ivoire, semble porter ses fruits. Et cela dans l'éducation, l'hydraulique villageoise et la formation en ressources humaines. C'est ce qui ressort de l'atelier de partage d'expériences avec les présidents des conseils régionaux concernés, les gouverneurs de districts autonomes et le ministère en charge des collectivités territoriales. Il y a eu plusieurs écoles primaires qui ont été réalisées. Près de 26 écoles qui ont été réalisées et 29 pompes hydrauliques qui ont été réalisées et plusieurs autres personnes qui ont été formées. C'est 200 personnes qui ont eu la formation au niveau de la fourniture de services minimums de base. C'est un projet qui apporte beaucoup à la région de Gbeke parce que non seulement il permet de faire l'état des lieux des infrastructures sur le terrain pour savoir où sont situées les infrastructures d'écoles primaires d'éducation d'hydraulique villageoise, mais encore de former les populations, de former l'administration, de former les agents de l'administration pour la mise en œuvre de ces infrastructures-là, et également pour leur suivi à terme. La région de Gbeke a eu l'avantage et la chance d'avoir été choisie comme région pilote et nous avons donc donné tout ce que nous pouvions dans la participation à ce projet et qui a donné des résultats vraiment notables. Nous souhaitons que ça puisse s'étendre à d'autres régions. Des modèles de gestion d'infrastructures scolaires et l'amélioration du service de l'hydraulique rurale ont également été pris en compte lors des formations. Ce projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones nord et centre devrait prendre fin en avril 2017. Deuxième grand titre de cette édition, 63 projets à impact rapide viennent d'être lancés par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Ces projets concernent des infrastructures de base au profit des jeunes et des femmes rigorées. Renforcer la confiance entre les populations, c'est à cela que s'attelle l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en lançant pour la période 2016-2017 63 projets à impact rapide à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Ces projets prennent en compte la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires, sanitaires et communautaires au profit des jeunes et des femmes. Selon la chef de la mission de l'ONUCI, Aïchatou Mendaoudou, ces projets viennent s'ajouter aux 1024 réalisés depuis 12 ans en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marieto Koné, la mise en œuvre de ces projets permettra d'aider l'État de Côte d'Ivoire à améliorer les conditions de vie des populations. Marieto Koné a invité également les localités bénéficiaires à en faire bon usage. Rendons-nous maintenant à Badika, localité du département de Niakaramadougou. Cette localité connaît d'énormes difficultés. Les cadres ont donc décidé de s'investir dans le développement de leur village avec la réalisation de plusieurs infrastructures. Abdul-Kader Sogodogo, RTI Boaké. L'union fait la force. Cet adage à la population de la jeune sous-préfecture de Badika, en chemin entre Tafiré et Fekese-Dougou, en ont fait sienne. Cette entente permet de voir ainsi la pose de la première pierre des bureaux et de la résidence du sous-préfet en service sur place depuis septembre 2010. Une nouvelle donne qui fait oublier les difficultés vécues par cet administrateur civil. Ce n'est pas tout. Grâce aux nombreuses requêtes des cadres de Badika, avec à leur tête Seydou Traoré, directeur général du budget, le programme présidentiel d'urgence a réalisé dans la localité une nouvelle école pour le primaire et le préscolaire, ainsi qu'une cantine scolaire. Devant la population, en fait, le garant de l'autorité de l'État a tenu à marquer sa satisfaction. Le sous-préfet de Badika vivra et travaillera à Badika. Cela est juste et bon de rappeler que ramener le sous-préfet à Badika, c'est comme ramener les pyramides en Égypte. Il est imité par les élus. Partout où on parle de développement, on va être là pour saluer ceux qui posent des actes concrets pour le bien-être des populations. C'est ce qui justifie que
je sois à cette tribune ce matin. Avant la pose de la première pierre des bureaux et du logement du sous-préfet, ainsi que l'inauguration de l'école, Badika avait déjà bénéficié de matériel sanitaire, avec même une ambulance médicalisée et du renforcement de son réseau électrique, toujours grâce au programme présidentiel d'urgence à PPU. Allez, tout à fait autre chose à présent. Les lycées municipaux 1 et 2 de la commune de Koumassi, ici dans le district d'Abidjan, ont resté dans un état de délabrement, d'insalubrité, sans clôture, sans portail. Ils viennent d'être réhabilités par le député de la commune, Cissé Bakongo. C'est donc un établissement neuf qui s'offre aux élèves et aux encadreurs. Franck Wadio. Le lycée municipal 1 de Koumassi, arborant sa nouvelle enseigne, et dans la même enceinte, le lycée 2 ont désormais fière allure. Ce n'était pas le cas dans un passé récent. On voyait des bandits qui escaladaient la clôture, qui nous créaient des problèmes. Notre marché était planté dans un marécage. C'était catastrophique. Une triste réalité qui relève du souvenir à présent. Le député de la circonscription Cissé Bakongo vient de voler au secours de l'établissement. Une bonne partie de la clôture du lycée 2 qui était tombée. Le portail n'existait que de nom, au point où les deux lycées en réalité étaient ouverts à tous les bandits, aux toxicomanes. C'est ainsi qu'après avoir réhabilité la clôture et le portail, nous avons décidé d'aller plus loin. Cela se traduit par des locaux réaménagés pour l'administration, des espaces gazonnés, des points d'eau, des aires de jeu et une cantine entre autres. Une initiative saluée par le personnel enseignant et les parents d'élèves, mais aussi par le ministre de l'Éducation nationale qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Actualité oblige, Kandia Kamara n'a pas manqué de faire le point sur les réformes en cours, notamment la question du respect par les enseignants des cours du mercredi. Pour féliciter la très grande majorité de nos collègues instituteurs qui ont accueilli favorablement la réforme. Les points faits par mes responsables en région montrent une disposition quasi générale des enseignants à dispenser les cours le mercredi aux autres. C'est-à-dire ceux qui font de la résistance. Je tiens à dire que ma démarche managériale ne laisse aucune place au bras de fer. C'est pourquoi, encore une fois, à partir de Koumassi, je lance donc un appel à nos collègues qui n'étaient pas en classe les 2 premières semaines à rejoindre leurs autres camarades dès le mercredi prochain. Un appel donc pour une année scolaire tournée vers la qualité, mais surtout une invite aux partenaires sociaux et éducatifs à privilégier le seul intérêt de l'école ivoirienne. Et toujours dans le domaine éducatif, mais cette fois à Thiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, plusieurs élèves des villages du département de cette localité ont reçu des kits scolaires pour l'année scolaire 2016-2017. Cela dans le cadre de la politique de l'école gratuite et obligatoire. Honorine Kakoubla, Agnégori. Ils sont nombreux, les villages du département de Thiébissou qui ont reçu la visite des agents du ministère de l'Éducation nationale. À Nzissessou, sous-préfecture de Lomo-Kankro, et à Ounyansou Alaou, sous-préfecture centrale, les populations ont bénéficié du passage de la caravane de distribution de kits gratuits. C'est le sous-préfet qui a réceptionné les kits. Cette caravane vise à faire de l'école gratuite et obligatoire du gouvernement une réalité à Thiébissou. Puis c'est au tour des localités de Molonou et de Yakmabo-Sakassou de recevoir la visite de la caravane. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au président de la République pour sa politique d'école gratuite tout en promettant d'en faire bon usage. Je suis contente d'avoir les kits scolaires pour bien étudier et réussir à mon examen. Je remercie le président de la République. Dans le département de Thiébissou, les enseignants disent n'avoir aucun problème avec les cours du mercredi dont ils comprennent tout le sens. Ouvrons le chapitre santé de cette édition et nous allons parler de l'hypertension dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Ouassakara où il y a eu une campagne de sensibilisation pour freiner la maladie. L'hypertension artérielle ou tueur silencieux peut être et doit être freinée dans sa chevauchée.
En tout cas, c'est le pari que prennent les acteurs majeurs de la formation sanitaire urbaine communautaire de Yopougon-Ouasekara par une campagne de sensibilisation et de dépistage de proximité. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons jugé nécessaire, à défaut que la population vienne à l'hôpital pour faire leur bilan parce qu'ils n'ont pas l'habitude et la culture, nous partons vers la communauté. Au Côte d'Ivoire, en venant en appui à cette formation sanitaire urbaine communautaire, compte tout simplement respecter les exigences du programme qu'elle est chargée d'exécuter. Dans le cadre du projet d'appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien, qui est financé par l'Union européenne, nous avons donc le volet communautaire. Et donc les financements dont nous sommes bénéficiaires nous permettent donc d'appuyer les centres de santé communautaires. Conjugaison des énergies, formation sanitaire urbaine communautaire et Hope Côte d'Ivoire, ce sont les populations qui en disent du bien, comme ici au cours de cette opération. La santé avant tout. On est très content parce que vous êtes venus, on a pris tension, tout le monde est satisfait. Ceux qui ont leur santé est montée, et que là c'est déjà comment ils vont faire. Pour nous là, c'est normal, nous aussi on est très contents. Aujourd'hui, en direction de la communauté musulmane du quartier, les prochaines actions du binôme, formation sanitaire urbaine communautaire au Côte d'Ivoire, devraient aussi toucher d'autres couches du quartier. Et c'est un commentaire d'Abo Sanogo. L'agence ivoirienne de marketing social AIMAS a organisé une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles au profit des couturiers de Daloa. Dorine Kakoubla Agnigori pour nous en parler. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus affectés par l'infection à VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence nationale est de 3,7%. Pour lutter contre cette pandémie précisément, chez les personnes les plus exposées, à savoir les prostituées et homosexuels, les acteurs religieux en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida, l'Alliance Côte d'Ivoire et le Fonds mondial ont élaboré un document cadre. Ce document s'appuie sur les livres saints pour la prévention du VIH-Sida au profit de ces populations clés. Un atelier de validation de ce document cadre s'est tenu récemment. Il est question à terme de rendre disponible ce guide de prévention, de soins et soutien aux religieux à l'endroit des prostituées et homosexuels pour qu'ils s'en imprègnent. Ce document-là va permettre d'harmoniser les interventions des religieux sur la base des saintes écritures. Ce document va permettre de renforcer les interventions des leaders religieux en direction des populations clés. Les hommes de Dieu expliquent la nécessité de leur contribution à la lutte contre la pandémie. Le gouvernement a décidé de cibler, n'est-ce pas, pour réduire cette prévalence-là. Donc l'ARCIP adhère vraiment à cette politique-là. À tous nos partenaires financiers et techniques, ainsi qu'à tous les religieux, chrétiens ou musulmans, de soutenir, n'est-ce pas, ce document cadre que nous avons mis en place. Créée en 2006, l'Alliance des religieux contre le VIH-Sida et les autres pandémies a élaboré des plans d'action et programmes pour lutter contre cette pandémie. Pour pallier le manque d'hygiène dans les locaux destinés aux soins de beauté, le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan des cours de renforcement de capacité sur les techniques de maniement des appareils de soins capillaires à floral, d'hygiène et de désinfection des outils de travail. L'utilisation de nos matériels, on essaie de nettoyer avec, comment dirais-je, de l'alcool. Pour que les matériels soient propres, pour ne pas donner l'infection aux clients. Si désinfecter l'outil de travail est une évidence pour les unes, ce tact ne demeure pas un réflexe pour les autres. Pour se rendre belles, les femmes ont recours aux aiguilles, aux lames et à certains objets tranchants qui les exposent à plusieurs maladies. Pour ainsi pallier le manque d'hygiène existant dans les salons de beauté, le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire, SINAPCC, a organisé des cours de renforcement des capacités sur les maniements des appareils de soins capillaires. 60 coiffeuses et coiffeurs de la ville d'Abidjan ont pris part à la formation. La mauvaise pratique de ce métier
entraîne une dégradation du cuir chevelu et voire de la chevelure naturelle. Les pathologies liées à cette mauvaise pratique sont les kéloïdes, les alopécies, les calvities précoces, tout comme la transmission du VIH/SIDA et les hépatites virales. En plus de l'hygiène, ces 2 mois de formation ont permis aux apprenants d'être à niveau en ce qui concerne certaines techniques de coiffure et d'esthétique. Nous avons appris à faire les grosses nattes et ensuite nous avons appris à faire l'embellissement des pieds et des mains ainsi que les soins de visage. Et en plus de ça, nous avons fait la florale. Aujourd'hui, nous avons fait une démonstration pour des soins de visage pour femmes et hommes. Nous apprenons à nos étudiantes quels sont les produits utilisés pour ne pas avoir des jointures. Le ministère de l'Artisanat et de l'Entrepreneuriat national a salué l'initiative. Son représentant, Kouadio Pierradou, appelle à une meilleure structuration du métier de coiffeur. Toute chose qui leur permettra de sortir de l'informel. Cette cérémonie a été suivie du lancement officiel de la 2e édition du concours national des professionnels de la coiffure, dénommé Langage des cheveux. Et c'était un reportage de Sita Soro. Autre information dans cette édition, le comité de coordination élargi sur la gestion du dossier Montpeco s'est retrouvé pour faire le point de la situation et aborder la question du comité mixte Côte d'Ivoire-Burkina Faso pour gérer ce dossier. Et cette 7e réunion présidée par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a également planché sur les actions humanitaires en cours depuis le déguerpissement. Abou Sanogo. C'est la 7e réunion du comité de coordination élargi pour la gestion du dossier Montpeco pour évaluer la situation des déguerpis du parc à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Présidé par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Marietou Kone. Cette rencontre a permis de faire le point de la situation au Montpeco du 13 octobre 2016 et d'aborder la question du comité mixte Côte d'Ivoire-Burkina Faso, notamment les actions humanitaires en cours depuis le déguerpissement. Ainsi, à ce jour, 47 151 personnes réparties sur 4 localités ont un besoin d'assistance, 25 000 personnes évacuées du parc et 21 000 riverains. Et les réponses humanitaires se font par plusieurs structures et institutions. Les Nations Unies ont débloqué environ 1,150 milliard pour faire face à l'urgence. Nous sommes en train de planifier donc les étapes futures. Le grand souci que nous avons, c'est donc la réinsertion durable de ceux qui vont rester. D'abord, vous avez des Ivoiriens qui veulent être relocalisés, au nombre de 445. On va se pencher donc sur cette question pour voir comment les aider donc à retourner dans leur village d'origine. Et bien sûr la réinsertion durable de ceux qui vont rester. Des activités sont prévues, notamment le rapatriement des personnes volontaires. Pour l'instant, il y a 3 000 volontaires et donc nous allons commencer les premiers convois avec ces 3 000 volontaires et le reste va suivre. Et puis à côté de cela, il est question de ravitailler en nourriture, en vivres et en non-vivres les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Un comité mixte ivoiro-burkinabé effectuera également une mission dans les prochaines semaines pour évaluer la situation post-évacuation du parc national du Montpeco, ainsi que les risques associés à court, moyen et long terme. Le RHDP poursuit la sensibilisation et la mobilisation de ses militants et autres sympathisants autour de la nouvelle constitution. À Korogo, une délégation du RHDP a procédé à l'installation de 18 de ces coordinations. Elles doivent œuvrer pour un oui massif référendum du 30 octobre prochain à Boussanogo. 18 coordinations communales et sous-préfectorales du département de Korogo installées. En recevant leur feuille de route des mains des membres du directoire du RHDP, notamment Kwamekra, secrétaire exécutif du PDCI, et Maître Fofana Youssouf Namizatade, secrétaire national du Rassemblement des Républicains chargé du culte musulman et coordonnateur RHDP de Mankono, ces coordinations ont été mises en mission. Occasion pour les émissaires du RHDP de sonner la mobilisation autour de la nouvelle constitution. Ils ont invité les coordonnateurs à investir le terrain pour un vote massif en faveur du oui pour la nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Pour le reste, les envoyés du directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont appelé les coordinations à remobiliser les militants et conquérir ceux issus d'autres formations politiques.
De Korogo, rendons-nous maintenant à Guibérois. Les cadres de la sous-préfecture de cette localité dans la région du Gor ont décidé de soutenir la jeunesse. Le ton a été donné par les cadres de Niaprayo et de Betioya. Plus de détails avec Eugène Atoubé. Hier, village sans véritable intérêt, Niaprayo aujourd'hui est l'objet de tous les regards. Sans doute aussi le plus connu de tous les villages qui composent la sous-préfecture de Guibérois. Cet avantage, Niaprayo le tient de son lien avec la star de football Didier Drogba, lui-même originaire de ce village et adulé pour ses performances sportives. Si les populations en tirent fierté, elles veulent surtout associer le nom de Niaprayo au football. En réponse à l'appel du président de la mutuelle de ce village, Claude Liaké, à l'ordre du jour de la dernière réunion en date tenue ce mois d'octobre, les questions de développement, mais surtout l'avenir de l'équipe de football du village et la stratégie adoptée pour valoriser le terrain de football jusque-là inexploité. En attendant de signer des accords d'aide et de partenariat, la mutuelle peut compter sur des bonnes volontés. Illustration, ce don d'équipement sportif offert par un cadre de Guibérois, fils de Belioa, village voisin de Niaprayo. Maurice Zokou, le donateur, indique que son geste est l'expression de sa solidarité et de son engagement à contribuer au développement de Guibérois dans tous les domaines, et spécialement le sport. Guibérois, justement, a été le cadre d'un cross populaire co-organisé par les mutuelles des villages de Belioa, Niaprayo et la municipalité de Guibérois, avec pour objectif raffermir l'unité entre fils, filles et population de cette sous-préfecture et inscrire le sport dans la politique de développement local. 3 mois après l'attentat perpétré à Nice, en France, un hommage national a été rendu aux 86 victimes qui ont péri au soir du feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Il s'est tenu sur la colline du château qui surplante la baie des Anges. François Hollande a assisté à la cérémonie, de même que de nombreuses personnalités politiques. Et puis, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Lomé, au Togo, depuis hier vendredi pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et sachez que ce sommet est ouvert ce samedi et nous allons avoir dans nos prochaines éditions le reportage complet de notre envoyé spécial Jérôme Kofi à Bolin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.